Monsieur Bahrout. Bonjour. Je voudrais commencer cette interview par l'actualité, un sujet assez brûlant. On parle d'une probabilité d'une guerre contre l'Iran. Le lendemain, on entend le contraire, qu'il y a des négociations qui peuvent vraiment calmer la situation. Où en est-on? Quelle est votre lecture aujourd'hui en vue des données actuelles? Je crois qu'il y a deux ou trois choses à prendre en compte. C'est que d'abord, les conditions qui ont été mises par la partie américaine, surtout amendées ou, je dirais, endurcies par aussi certaines conditions israéliennes, font que l'agenda qui est mis sur la table vis-à-vis de l'Iran est très difficilement acceptable pour l'Iran, à savoir zéro enrichissement, démantèlement total du programme nucléaire, démantèlement quasi total du programme balistique et arrêt définitif de toute ingérence à travers ce qu'on appelle les proxies dans les pays de la région. Peut-être, mais ça ce n'est pas encore sûr, des questions relatives à la gouvernance intérieure, des questions de droits de l'homme, etc. Cet agenda a été déclaré inacceptable par les Iraniens qui, eux, disent qu'ils restreindront les négociations uniquement à la question nucléaire. Dans la question nucléaire, ils sont prêts à descendre à 20% d'enrichissement, donc pas 0%, et le reste n'est pas abordable, en tout cas dans l'immédiat. Bon, le gouffre, le fossé est très grand entre ces deux positions. On est à 48 ou 72 heures des négociations. Je ne sais pas ce qui pourrait être fait pour rapprocher les positions des deux parties. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je dirais la mobilisation militaire navale, ce qu'on appelle maintenant l'armada américaine dans le Golfe, est gigantesque, elle est très coûteuse et il est très difficilement envisageable qu'elle ait été déployée uniquement pour un résultat qui ressemblerait beaucoup à ce qu'on avait il y a 1, 2 ou 3 ans, ou même en 2015 lorsqu'il y a eu l'accord irano-américain. Donc ne pas faire quelque chose, ne pas obtenir quelque chose de très substantiel, et là il faut définir ce qu'est le très substantiel, on ne sait pas, de la part de Donald Trump serait pour lui une sorte de rebuffade, puisqu'il apparaîtrait un peu comme ayant, disons, montré ses muscles sans obtenir vraiment quelque chose de très fondamental. Alors qu'est-ce qu'il peut essayer d'obtenir avec cette armada, à défaut de tous les points qu'il voudrait? Peut-être instaurer un blocus à long terme contre l'Iran, empêcher vraiment toute exportation pétrolière, étrangler l'Iran et peut-être à terme, à partir de là, parier sur le fait que cela conduira à un effritement graduel du régime et peut-être à la reprise des mouvements de protestation à l'intérieur qui ont montré qu'en fait, ils n'étaient pas capables à eux seuls de renverser le régime. Donc ça, c'est la deuxième donnée. La troisième donnée, c'est que l'Iran, malgré toutes ces rotomondades et ces coups de menton, etc., est quand même très affaibli. Ce qui se passe aujourd'hui est indissociable de ce qui se passe depuis le 7 octobre, depuis l'énorme campagne de décimage et de décapitation des cartes de l'Iran dans la région, au Liban, avec le coup énorme porté au Hezbollah, la chute du régime syrien, la guerre d'usure avec les Houthis au Yémen et dernièrement justement l'affaiblissement du régime en interne, c'est-à-dire à partir de la question économique, sociale, les protestations, etc. L'Iran sait que l'étranglement devient très fort. Ils doivent trouver une porte de sortie, soit pour gagner du temps, à ce moment-là ils jetteront du lest, mais est-ce que ça suffira? Soit pour essayer de trouver une solution entre guillemets définitive avec le monde occidental. Je suis très sceptique sur les chances de le faire dans le contexte actuel. Donc l'Iran aussi est très au pied du mur, je dirais. Les deux parties sont donc très contraintes par des questions largement, je dirais, de face saving, de prestige, de concessions qu'on ne peut pas faire au-delà d'une certaine limite, etc. D'habitude, ça rend des négociations très compliquées et le résultat extrêmement hypothétique. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui.
Pas de crainte de la part d'Israël de faire... Alors je l'ai dit, je crois que le durcissement des conditions américaines est essentiellement dû à l'Iran et ce n'est pas un secret. Je crois que Trump avait laissé entendre il y a quelques jours ou une semaine qu'il se suffirait d'un bon accord sur le nucléaire. Il y a eu une visite tout de suite après du chef d'état-major israélien Zamir à Washington. D'autres canaux qui se sont aussi mis en branle entre Israël et les États-Unis. Et après ça, la position américaine s'est bien sûr redurcie. Les Israéliens ne cachent pas, ils l'ont encore déclaré les 2 derniers jours, que pour eux, il était inacceptable de se focaliser uniquement sur la question nucléaire. On dit même qu'ils ont proposé ou mis devant à la table des stratèges américains des informations assez précises sur le programme balistique iranien. Donc ce sera très difficile pour les Américains de sortir, disons, de cette contrainte israélienne. Donc effectivement, l'hypothèse qu'on peut faire, mais personne ne le sait vraiment, c'est est-ce qu'Israël, au fond, ne cherche pas aussi à faire capoter les négociations dans leur ensemble pour pousser à la guerre, un tout petit peu comme ce qu'Israël avait essayé de faire en juin de 2025, c'est-à-dire il y a quelques mois. Et là, ça pousse à un autre argument, c'est-à-dire que la passe d'armes de la guerre des 12 jours en juin 2025 n'avait pas conduit à un résultat probant, que ce soit au niveau nucléaire, puisqu'on ne sait toujours pas ce qui a été détruit, mais surtout au niveau, disons, de l'ébranlement du régime au niveau intérieur, puisque c'est un peu ça qui est le but, au fond, israélien. Est-ce qu'aujourd'hui, une nouvelle frappe, une nouvelle guerre, une nouvelle, disons, aventure militaire conduira à faire autre chose, à avoir un autre résultat? Je crois que seuls les militaires le savent, selon aussi ce qui sera décidé, savoir uniquement des frappes chirurgicales, une campagne de long terme, un blocus maritime, l'assassinat de certaines personnalités. Et là, évidemment, il y a des précédents, comme au Liban, par exemple. Le champ est ouvert, mais ce qui est sûr, c'est que une réédition de la guerre des 12 jours de juin 2025 serait pratiquement vaine parce que ne conduirait à aucun résultat fondamentalement différent. Vous venez de mentionner le Liban. On voit quotidiennement qu'Israël entame des frappes et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter ou que l'application de la 1701 est proche depuis plusieurs mois. Alors, que va devenir le Sud-Liban avec le départ de la FINUL, fin 2026? Alors, il y a 2 choses dans votre question. Il y a d'abord le fait que l'accord de cessation des hostilités, comme on l'appelle, du 24 novembre 2024, je crois, jusqu'à ce jour, n'a jamais été respecté une seule journée par la partie israélienne, c'est-à-dire que les frappes ont continué, les raids continuent, les assassinats ciblés continuent. Israël elle-même dit avoir assassiné autour de 400, avoir éliminé autour de 400 opérateurs du Hezbollah de niveaux multiples, bombardés quotidiennement des caches d'armes au sud du Litani, au nord du Litani et même parfois très loin dans la profondeur du territoire libanais. Donc ça, c'est une chose. Il y a le cessez-le-feu, enfin la cessation des hostilités n'est pas appliquée par Israël. Évidemment, Israël peut rétorquer que c'est parce que la partie libanaise n'a pas appliqué sa partie du contrat, ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque selon même la partie américaine, c'est-à-dire le CENTCOM américain, l'armée libanaise a pratiquement finalisé 90% du travail au sud du Litani, c'est-à-dire en démantelant l'infrastructure militaire, sécuritaire, souterraine et visible du Hezbollah. Donc la partie libanaise a fait la première partie de son contrat, a rempli la première partie de son contrat. Évidemment, il reste la deuxième partie qui est le désarmement du Hezbollah au nord du Litani, c'est-à-dire dans l'entièreté du territoire libanais, la transformation du Hezbollah en parti politique, et ensuite les négociations qui doivent avoir lieu entre Israël et le Liban sur la libération des prisonniers libanais en Israël et la délimitation définitive de la frontière israélo-libanaise. Alors, vous avez cité la 1701, dans tout ce panier-là, on est très au-delà de la 1701, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une négociation qui touche un peu à d'abord une paix
je dirais, permanente entre le Liban et la Syrie, en tout cas une trêve permanente, et peut-être, et c'est ce que veut la partie israélienne et ce vers quoi pousse la partie américaine, une sorte de traité de paix définitif entre le Liban et Israël, un peu en parallèle à ce qui se passe entre la Syrie et Israël aussi. La deuxième question qui est dans votre question, le deuxième aspect qui est dans votre question et sur lequel, en fait, on ne sait rien et on essaye de le savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va prendre le relais de la FINUL. Quel va être l'avenir du Sud post-FINUL? C'est un peu aujourd'hui la question vers laquelle tout le monde se projette, même nous ici on essaye de le comprendre. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la FINUL, telle qu'elle a été décidée en 1978, ça fait quand même très longtemps, va se terminer en décembre prochain. Donc ça c'est évident, il n'y a plus de retour en arrière. Ensuite il y a la FINUL+, c'est-à-dire la FINUL qui est née de la 1701 après la guerre de 2006, qui elle peut être maintenue sous un autre nom et sous une autre forme. Un autre nom, il faudra d'abord trouver un cadre onusien. Ça va être un débat énorme au Conseil de sécurité avec la nouvelle donne internationale aujourd'hui, Chine, Russie, etc. Qui va accepter, qui ne va pas accepter, d'une part, et d'autre part, dans le mandat. Quel va être le mandat de cette nouvelle force, disons, de déploiement? Qui va la composer? Je crois qu'il y a des contingents qui ne seront plus acceptés par Israël ou par d'autres parties. Donc ça aussi, il va falloir l'examiner. Ce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas à ce jour, c'est qu'une partie des contingents européens comptent rester au sud Liban, dans un cadre, dans un premier temps bilatéral, c'est-à-dire entre eux et le gouvernement libanais, avec évidemment une acceptation américaine. Donc là, on parle peut-être des Allemands, des Français, des Espagnols, des Italiens, des Irlandais et peut-être des Autrichiens, mais vraiment des petits contingents dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la recomposition de tout ça dans une force internationale qui peut-être ne serait plus onusienne et qui ressemblerait à ce moment-là à ce qui est en train d'être déployé à Gaza à partir du Conseil de la paix. C'est-à-dire on n'est plus dans un cadre uniquement au Conseil de sécurité, mais dans un cadre assez nouveau, c'est un peu le nouveau monde de Trump, et sur ça on a très très peu de données. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que il n'y aura plus, disons, de déploiement de cette taille au sud. La FINUL aujourd'hui compte autour de 7000 hommes. On parle d'un très petit contingent à ce moment-là. Alors, il y a 2 ou 3 choses qu'il faut garder à l'esprit. C'est d'abord qu'en parallèle, et c'est la grande question de l'avenir de l'armée libanaise, le déploiement de l'armée libanaise devrait se substituer au déploiement de la FINUL, mais pour que cela soit possible, il faut que l'armée monte son contingent déployé au sud du Litanie à 10 000 hommes. Aujourd'hui, on est à 4 000 hommes. Ça suppose un recrutement, un financement, un armement et un entraînement. S'il n'y a pas de conférence internationale de soutien à l'armée, cela ne sera pas possible. Et pour que cette conférence se tienne, il faut que le Liban ait montré suffisamment de progrès sur la question du désarmement, des réformes, etc., etc. L'autre aspect qui est très important et sur lequel on se penche trop peu, à mon avis, et c'est un problème libanais qui pourra être important par la suite, c'est le côté socio-économique du Sud après la FINUL. D'abord, la FINUL est une force militaire, mais c'est aussi un phénomène sociologique et socio-économique. C'est-à-dire qu'il y a des villages entiers au sud Liban, une économie entière qui vit de la FINUL. Elle vit des loyers, elle vit du travail qui est fourni à des interprètes, à des techniciens, etc. libanais. Il y a toute une économie du tourisme qui gravite autour de la FINUL, autour de cet aspect-là, de cette activité, et tout cela, il va falloir le remplacer, parce que ça crée un filet de sécurité sociale pour des centaines, peut-être même des milliers de familles au sud Liban. Ça pose aussi la question du retour des habitants du sud Litanie dans leur village, qui est aujourd'hui complètement laissé de côté, sans reconstruction, avec la volonté israélienne à peine cachée de ne pas laisser ces gens-là revenir chez eux pour garder une sorte de zone no man's land, buffer zone, on pourra l'appeler comme on veut, mais il n'y a aujourd'hui aucune activité économique, civile,
sociale, de quelque sorte que ce soit dans une bande de terre qui court tout le long de la frontière libano-israélienne et qui arrive à la frontière syro-israélienne justement, et dans laquelle l'avenir, si vous voulez, civil et populaire est aujourd'hui en jeu. Et une grande partie de la question finule a rapport avec ça. Donc en fait, il y a une énorme énigme sur ce que sera le sud, l'extrême sud du Liban après décembre, et je crois que c'est un peu vers ça que vont s'articuler, c'est sur ça que va s'articuler probablement la négociation israélo-libanaise, si elle reprend, puisqu'aujourd'hui le mécanisme est dans une situation de paralysie. Et le mécanisme, vous voyez un rôle proche beaucoup plus actif ou ça va rester? Pour l'instant, le mécanisme est paralysé. Ça fait un mois qu'il ne s'est pas réuni. Les dernières réactions ou les dernières informations disent qu'il y a une froideur israélienne à le réunir, malgré le fait que le Liban est envoyé et nommé un civil, un diplomate à la retraite évidemment, mais un civil représentant le gouvernement libanais, l'ambassadeur Simon Karam. On pensait que cela allait peut-être débloquer les choses, mais en fait non, on est aujourd'hui dans un blocage. On ne sait pas très bien si cet arrêt est momentané ou pas. Je crois que ça va dépendre un tout petit peu des semaines et des mois prochains du progrès que fera le Liban sur la phase 2 du désarmement, qui est maintenant supposée être entamée ou commencer très très bientôt. Ça va aussi dépendre probablement, j'imagine, de la conférence de soutien à l'armée qui est prévue pour dans quelques mois, dans quelques semaines à Paris. Ça va dépendre aussi, on revient à votre première question, de la donne régionale, c'est-à-dire de ce qui va se passer dans la région et de combien la pression sur le Hezbollah devra être mise pour qu'il concède ce qu'il n'est pas en train de concéder jusqu'à ce jour. Comment vous voyez l'avenir de la Syrie? L'avenir de la Syrie il est très, très difficile aujourd'hui de déterminer ce que sera l'avenir de la Syrie dans la mesure où la Syrie vit une transition extrêmement complexe et sensible depuis la chute du régime Assad. Mais je dirais que malgré les énormes obstacles qu'il y a eu jusque-là, on est en train de voir aujourd'hui une sorte de progression vers peut-être la sortie disons, des écueils les plus compliqués, c'est-à-dire essentiellement l'unité territoriale qui est en train d'être peut-être en partie refaite, depuis surtout la reconquête ou la reddition des forces kurdes dans le nord-est, le fait que les soulèvements dans la partie alaouite, c'est-à-dire dans le nord-ouest, se soient largement calmés avec des accords ponctuels et très locaux. Il reste bien entendu la grande question du sud, c'est-à-dire de la partie Souaïda, Konaïtra, etc., de la partie limitrophe avec Israël. Et c'est là où je pense les négociations syro-israéliennes qui avancent et reculent de façon un peu... Enfin, il y a une sorte de valse, seront très très importantes. Maintenant, il y a d'autres aspects qui sont beaucoup moins macro-sécuritaires qui vont déterminer l'avenir de la Syrie. Et cet avenir est loin d'être encore complètement garanti ou complètement brillant. Il y a la question de la réconciliation en interne, c'est-à-dire de l'inclusion, des politiques d'inclusion de toutes les composantes de la communauté, de la société syrienne, non seulement communautaire, mais politique et autres. Sur cet aspect, je dirais que le nouveau régime syrien, le nouveau régime à Damas ou le nouveau pouvoir à Damas n'a pas encore donné des gages suffisants d'assurance à tout le monde, dans la mesure où le processus constitutionnel est quand même remis dans 5 ans. 5 ans, c'est très long. Donc pas d'élection, pas de processus constitutionnel. Il y a eu des élections législatives, mais qui étaient plus une sorte de nomination de la part du pouvoir de représentants locaux, etc. Donc sur ça, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de progrès. Il n'y a pas beaucoup de progrès sur la question très importante de la justice transitionnelle, c'est-à-dire que faire des exactions et des horreurs commises par l'ancien régime, par le régime de Assad, et que faire des gens qui ont participé à ces exactions. Donc ça, c'est encore une grande question. Donc il y a une violence qui reste encore extrêmement latente et potentiellement explosive dans la société syrienne. Il y a la troisième question qui est celle de l'économie politique. Comment remettre à flot un pays qui est quand même délabré complètement par 12 ans de guerre et où aujourd'hui l'enveloppe de reconstruction est estimée à quelque chose entre 300 et 500 milliards de dollars. C'est
énorme, c'est gigantesque. Donc sur ça, on n'a pas de réponse, avec bien sûr de l'aide, de la perfusion d'argent du Golfe qui vient de temps en temps, mais les chiffres réels sont beaucoup moins importants que les chiffres qu'on cite, et c'est loin de faire, de remplir les besoins dont la Syrie, enfin les besoins auxquels la Syrie doit faire face. Donc tout ça fait que c'est un avenir quand même encore extrêmement, je dirais, nébuleux. Il n'est pas obscur, mais les obstacles sont énormes. Jusque-là, le soutien international, occidental, arabe, même russe, est important. Et il aide le régime de Ahmad Shara à avancer, à surmonter les obstacles. Mais d'abord, il y a une volatilité régionale qui est très grande, et il y a une partie du travail qui doit être faite en interne, et ça, c'est le support international est limité à cet égard. C'est plus un travail que les Syriens et le nouveau pouvoir à Damas doit lui-même faire, et c'est quelque chose que tout le monde regarde avec beaucoup d'attention. Et pour Gaza, comment vous voyez l'avenir de Gaza et des Palestiniens ? Que va devenir Gaza? Là, je crois que malheureusement, il faut quand même commencer à voir les réalités comme elles sont. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être très très difficiles à faire retourner en arrière. Je crois que d'abord, la destruction physique de Gaza est quelque chose de cauchemaresque et qui va peut-être laisser la place à un projet de reconstruction qui ressemble à, je ne sais pas quoi, une sorte de Disneyland sur la mer avec des promotions immobilières un peu folles, mais qui font complètement abstraction de la réalité sociologique ou de ce qui s'est passé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est la réalité physique, démographique, populaire, avec probablement très très peu de retours des réfugiés gazaouis, peut-être la reprise des idées du transfert vers l'Égypte, à partir de phénomènes économiques, de désespoir, etc. Donc ça aussi, c'est une chose. Et surtout, la troisième inconnue, elle a trait à la gouvernance politique de cette bande. Est-ce qu'Israël va garder la mainmise du contrôle politique et de la gouvernance demain? Sous quelle forme? Est-ce que le Conseil de la paix va pouvoir mettre en place une autorité transitoire acceptable par les Palestiniens? Est-ce que les partis arabes vont jouer le jeu avec aujourd'hui des rivalités qui sont nouvelles quand même dans le monde arabe, entre autres par exemple la compétition saoudo-émirati qui risque d'affecter beaucoup la question de Gaza? Et encore une fois, la grande volatilité régionale avec la question in fine de savoir ce que veut au fond Israël depuis le 7 octobre. Est-ce qu'après Gaza, on va partir vers quelque chose sur la Cisjordanie? Est-ce qu'avec le Liban, il y a une nouvelle guerre, etc. Donc je crois que l'avenir de Gaza est encore aussi lui-même hypothéqué par toutes ces dynamiques régionales. Joseph Bahrout, on vous remercie pour cette interview et cet éclairage. Et à la prochaine, j'espère. J'espère bien, merci. Merci.